La clé a tourné dans la serrure, avec un son presque fragile, comme du verre qui se brise. Je me souviens encore de ce clic métallique, celui qui a divisé ma vie en deux, avant et après. Ma main s'est posée sur la poignée en laiton. Elle était si froide qu'elle m'a semblé brûlante. Quand j'ai poussé la porte, les gonds ont émis un léger murmure, par un grincement, comme si la maison essayait de m'avertir. Comme si elle me disait de faire demi-tour, de redescendre, et de garder encore un instant cette vie que je croyais réelle. Mais je ne l'ai pas fait. La porte s'est ouverte d'un coup. Et ce fut l'air, d'abord, qui m'a frappé. Épais, chaud, saturé de son eau de Cologne mêlée à une autre odeur, plus douce, florale, jeune. Un parfum que je connaissais. Celui que j'avais complimenté 3 semaines plus tôt, lors de notre brunch du dimanche. Je m'en souviens encore. Quel parfum délicieux, avais-je dit en souriant, pendant que ma fille riait à côté de sa meilleure amie. Et j'avais ajouté, sincèrement. Je suis contente que vous vous entendiez si bien. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, dorée, presque bienveillante, recouvrant tout d'une douceur trompeuse. La pièce semblait paisible. Des poussières dansaient dans l'air, suspendues dans le rayon du soleil. Et moi, figée sur le pas de la porte, je me suis surprise à penser. N'est-ce pas magnifique? Puis, je les ai vus. Mon mari, Logan, 46 ans, les tempes grisonnantes, toujours ce charme tranquille qui m'avait séduite 19 ans plus tôt. Il me tournait le dos. Ses épaules que j'avais souvent massées quand le travail le rongeait. Et elle? Madison. 24 ans. La meilleure amie de ma fille depuis l'université. Celle qui avait passé Noël avec nous, qui avait pleuré sur mon canapé après une rupture pendant que je lui préparais du thé. Celle qui m'appelait sa seconde maman avec tant de sincérité que j'en étais touchée. Et là, ils étaient tous les deux. Sur le lit que j'avais fait ce matin-là. Enlacés dans les draps de coton égyptien que j'avais achetés pour notre anniversaire. Ces draps semblaient presque complices. Le temps s'est mis à se déformer. Il s'étirait, se contractait. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. Mon cerveau essayait de réécrire la scène, de trouver une explication. Peut-être un malentendu. Peut-être que je ne voyais pas bien. Peut-être. Puis Madison a tourné la tête. Nos regards se sont croisés, à travers la pièce, au-dessus des ruines de mon mariage. Et elle a souri. Pas de panique, pas de honte, pas d'effroi. Juste un sourire lent, calculé, presque triomphant. Ses yeux bleus, ceux dans lesquels j'avais eu confiance, me fixaient avec une intensité glaciale. Ce sourire disait une seule chose. J'ai gagné. 6 semaines plus tôt, tout semblait normal. Et c'est à ça que je repense, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, ce qui est presque tout le temps maintenant. À quel point tout paraissait banal, ordinaire, alors que le sol se fissurait déjà sous mes pieds. Logan et moi étions mariés depuis 18 ans, ensemble depuis 19. Nous nous étions rencontrés à 23 ans. À l'époque, nous croyions encore à l'amour des chansons, à celui qui dure toujours. Il avait 28 ans, sûr de lui, brillant dans l'immobilier commercial. Son rire était contagieux, son regard me faisait me sentir unique au monde. Pendant des années, j'ai cru être la seule femme au monde pour lui. C'était une certitude. Nous avions bâti une vie ensemble, une belle vie. Notre fille, Marlène, est née quand j'avais 25 ans. Elle avait mes cheveux noirs et ses yeux verts. Elle était brillante, gentille, tout ce dont 2 parents peuvent rêver. Nous avions acheté une maison dans un quartier tranquille, avec des rues bordées d'arbres et de bonnes écoles. Je travaillais comme graphiste indépendante, depuis la maison. Cela me permettait d'être présente pour Marlène, tout en gardant une carrière, une identité au-delà du rôle de mère. Nous étions heureux. Enfin, c'est ce que je croyais. Aujourd'hui encore, cette question me hante. Étions-nous vraiment heureux? Ou bien étais-je simplement douée pour me le faire croire? La distance entre nous s'est installée si lentement que je ne l'ai pas vu venir. Ou peut-être que je l'ai vu, mais que j'ai préféré détourner les yeux. Tout a commencé par de petites choses. Logan rentrait plus tard du travail. Rien d'alarmant, il négociait de gros contrats, le marché était difficile. Quand il consultait son téléphone, il le tournait légèrement, comme pour cacher l'écran. Encore une fois, rien d'étrange. Des clients, de la confidentialité. Puis il a pris l'habitude de filer directement sous la douche dès qu'il rentrait, avant même de m'embrasser. Et là encore, j'ai trouvé ça normal. Il aimait se détendre après une longue journée. Chaque détail avait une explication raisonnable. Et moi, j'en trouvais toujours une. Tout va bien?
Je lui posais souvent la question, le soir, au dîner. Il souriait, me prenait la main, et me disait que oui, que c'était juste le stress du travail. Alors je le croyais. J'ai fait taire cette petite voix en moi qui murmurait. Quelque chose ne va pas. Je me concentrais sur notre vie. Sur tout ce que nous avions construit. Marlène venait d'obtenir son diplôme et venait d'emménager en ville, prête à débuter sa carrière dans le marketing. L'entreprise de Logan se portait à merveille. Nous planifions un voyage en Italie pour nos 20 ans de mariage. Nous avions nos amis, nos habitudes, nos blagues d'anciens complices. Tout semblait parfaitement à sa place. Jusqu'à ce que Madison commence à venir plus souvent. Marlène et elle étaient inséparables depuis leur 2e année de fac. Madison venait d'un milieu difficile, des parents divorcés, une mère partie vivre dans un autre état, presque absente. Elle s'était accrochée à notre famille comme à une bouée, avec ce besoin viscéral de stabilité. Et moi, j'avais eu de la compassion. J'étais heureuse de l'accueillir, de lui offrir un peu de chaleur, une maison, un repas, une oreille attentive. Ta mère est formidable, disait-elle souvent à Marlène, devant moi, d'une voix douce comme du miel. Tu as tellement de chance. Je souriais, touchée par le compliment, sans voir que c'était déjà un avertissement. Bientôt, elle passait même quand Marlène n'était pas là. J'étais dans le coin, disait-elle avec son sourire enjoué. Je voulais juste dire bonjour. Logan travaillait souvent depuis son bureau ces après-midi-là. Je préparais du café pour nous trois, on bavardait, je lui donnais des conseils sur la recherche d'emploi, sur la vie d'adulte. Je jouais la mentor, la mère de substitution, la naïve. Un soir, après son départ, Logan a dit. Madison est une fille adorable. J'ai hoché la tête. Oui, elle est gentille. Elle a eu la vie dure. Je suis contente qu'on puisse être là pour elle. Il s'est approché de moi et m'a enlacé par la taille. Un geste devenu rare. Je me suis laissée aller contre lui, reconnaissante de ce moment d'affection. Tu as un si bon cœur, m'a-t-il murmuré dans les cheveux. Je me souviens avoir souri. Je me souviens m'être sentie aimée. Aujourd'hui, je revois tout différemment. Je sais ce qu'il pensait vraiment, ce qu'il ressentait quand il me prenait dans ses bras. Je comprends maintenant que chaque geste, chaque mot tendre, n'était plus qu'une mise en scène. Que j'aimais une illusion, alors qu'il appartenait déjà à une autre. Les signes, eux, s'étaient multipliés. D'abord, ce nouveau parfum, une eau de Cologne plus épicée, plus marquée que celle qu'il portait d'habitude. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a répondu avec un sourire. J'avais envie d'essayer quelque chose de différent. Puis il s'est inscrit à la salle de sport. Et soudain, il y allait tous les jours. Il faut bien se remettre en forme, plaisantait-il en tapotant son ventre. On ne rajeunit pas. Pendant les dîners, il regardait souvent son téléphone. Ses doigts tapotaient l'écran, concentrés, comme autrefois quand il m'écoutait parler. Un soir, j'ai demandé doucement. À qui tu écris? Je voulais paraître légère, détachée, pas suspicieuse, pas cette épouse jalouse que je redoutais de devenir. Juste Mike, pour l'affaire Thompson, m'a-t-il dit. Mike, son associé. L'affaire Thompson, un vrai projet. L'excuse était crédible. Et moi, j'avais envie d'y croire. Alors j'y ai cru. 3 semaines avant, la porte, Marlène m'avait invité à un brunch. Avec Madison, bien sûr. Un nouveau restaurant en centre-ville, style industriel, briques apparentes, ambiance artisanale. Marlène était rayonnante, elle venait d'obtenir une promotion. Madison, elle, venait de décrocher un poste de coordinatrice réseaux sociaux. Et Logan? Logan était de bonne humeur. Il plaisantait, participait à la conversation, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des mois. J'avais pensé. Ça y est. On revient à la normale. Ce jour-là, Madison portait un parfum floral. Léger, féminin, presque printanier. Quand elle m'a serré dans ses bras, j'en ai respiré l'odeur. Quel parfum délicieux, ai-je dit en souriant. Elle a répondu, J.O. Malone. Ses joues se sont rosies, son blush légèrement fondu. C'est magnifique, ai-je ajouté. Elle m'a souri. Puis, l'espace d'un instant, elle a regardé Logan. Un regard furtif, si rapide que j'aurais pu le manquer. Mais je ne l'ai pas manqué. Et pourtant, même là, avec cette alarme sourde qui résonnait au fond de moi, j'ai trouvé une explication. Elle était jeune. Il était séduisant. Elle cherchait une figure masculine. C'était normal. Naturel. Inoffensif.
Je me répétais ces phrases comme des prières. Encore et encore. Comme si, à force d'y croire, elles finiraient par être vraies. 2 semaines avant ce jour-là, Logan est rentré avec des fleurs. Des lys, mes préférés. Sans raison particulière. À quoi ça rime, lui ai-je demandé en riant. Faut-il vraiment une raison pour offrir des fleurs à sa femme, a-t-il répondu avant de m'embrasser. Ce baiser-là, c'était comme avant. Et cette nuit-là, nous avons fait l'amour. J'ai cru que c'était un signe. Que quelque chose se réparait. Que la distance s'effaçait enfin. Je me suis endormie contre lui, son bras autour de moi, me sentant en sécurité pour la première fois depuis longtemps. J'ignorais que les lys sont aussi des fleurs funéraires. J'ignorais surtout que je dormais à côté d'un inconnu qui portait le visage de mon mari. 1 semaine avant, j'ai vu une notification sur son téléphone. Il prenait sa douche, le portable était posé sur le plan de travail de la cuisine. Je ne fouillais pas, il était juste là. Et sur l'écran, un message s'affichait. Vivement demain. Même heure. Pas de nom. Juste un numéro. Ma main a hésité au-dessus du téléphone. Mon instinct me criait de l'ouvrir, de regarder, de savoir. Mais je ne pouvais pas. Parce que regarder, c'était admettre que je doutais. C'était admettre que je le croyais capable de me trahir. Je n'ai pas regardé. Je suis partie. Quand il est sorti de la douche, j'ai demandé. Qui t'a envoyé un message pour demain? Il avait une serviette autour de la taille, les cheveux encore mouillés. Demain? Ah, ça doit être Mike. On voit un investisseur potentiel. Le ton du message m'avait semblé un peu trop familier pour du travail. Mais il a ri. Tu connais Mike, il est toujours détendu. Et je le connaissais, oui. Alors j'ai laissé tomber. Ce soir-là, Logan m'a dit qu'il devait travailler tard le lendemain. L'investisseur n'est dispo qu'après les heures de bureau, a-t-il expliqué. Je rentrerai peut-être vers 21 ou 22 heures. Je me souviens lui avoir dit en souriant. Tant que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Le travail, c'est le travail. Il m'a embrassé sur le front en disant. Tu es la meilleure. C'était le début du jour qui allait tout changer. Le jour où ma vie allait se briser. Je me suis réveillée avec un mal de tête. Un de ces mots qui partent de la nuque et enserrent la tête comme un étau. J'en avais souvent, ces derniers temps. Le stress, sûrement. Ce matin-là, Marlène a appelé. Maman, je peux passer plus tard? J'aimerais te montrer des idées de meubles pour mon appartement. Bien sûr, ma chérie. Je serai à la maison toute la journée. Super. Je viens quand je veux. Je t'aime. Moi aussi, ma puce. Logan est parti travailler vers 8 heures. Il m'a embrassé avant de partir. À ce soir. Bonne chance avec l'investisseur. Merci, mon amour. Je me suis dépêchée, j'étais déjà en retard. La matinée s'est passée sur un projet de refonte du logo d'un hôtel-boutique. Le travail était intéressant, mais impossible de me concentrer, le mal de tête ne me lâchait pas. Vers 14 heures, Marlène a rappelé. Salut maman, désolée. Il y a eu un souci au travail. On peut remettre les meubles à demain? Bien sûr, ma chérie. Pas de problème. Tu es la meilleure. Je t'aime. Moi aussi, ma puce. À 15 heures, la douleur était insupportable. J'ai décidé de rentrer pour me reposer. Une fois à la maison, j'ai pris 2 aspirines et mis des vêtements confortables. Je me dirigeais vers la chambre d'amis, je ne voulais pas déranger notre lit bien fait quand je l'ai entendu. Un bruit. Léger. Presque rien. Le genre de son qu'on aurait ignoré d'habitude. Mais pas cette fois. Je suis restée dans le couloir, à écouter. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, sans raison apparente. Encore un bruit. Cette fois, j'en étais sûre, ça venait de notre chambre. Peut-être que Logan était rentré plus tôt. Malade, peut-être. Je me suis approchée, la main sur la poignée. La clé a tourné. Le bruit m'a semblé résonner comme du verre qui se brise. On dit que dans les moments de choc extrême, le temps ralentit. Que le cerveau enregistre tout avec une précision glaciale. C'était vrai. Je ne pouvais ni fuir ni crier. Je ne pouvais que rester là, figé dans l'encadrement de la porte, pendant que mon monde s'effondrait au ralenti. Logan s'est retourné. Nos regards se sont croisés. En une fraction de seconde, son visage a traversé 1000 émotions, peur, culpabilité, et surtout,
ce regard de calcul. Le pire. Quand il a prononcé le nom de Claire, ça sonnait faux dans sa bouche. Mais Madison, elle, ne bougea pas. Elle se contenta de tourner la tête et de sourire. Et dans ce sourire, j'ai tout compris. Toutes les questions que je n'avais jamais osé poser. Tous les doutes que j'avais étouffés. Chaque petite trahison qui menait à cet instant. Elle savait que je rentrerais. Elle avait tout planifié. Ce n'était pas une erreur, c'était une mise en scène. Et j'étais le public. Le son qui sortit de ma gorge n'était pas un cri. C'était plus faible. Comme un bruit étouffé, quelque chose qui se brise sous l'eau. Je reculai d'un pas. Claire, attends. Logan s'est levé précipitamment, ramassant ses vêtements, cherchant déjà une explication, une version du mensonge qui me ferait douter de ce que j'avais vu. Je refermai la porte. Je restai là, dans le couloir, les mains tremblantes sur la poignée. Puis les tremblements gagnèrent tout mon corps. Derrière la porte, j'entendais leur voix, la sienne paniquée, la sienne calme. Je descendis l'escalier. Chaque pas me semblait lourd, comme si je marchais dans l'eau. Je me concentrais sur un seul détail, la rampe sous ma main. Le bois lisse. Quelque chose de réel, de tangible. J'atteignis la porte d'entrée. Ma main se posa sur la poignée. Je m'arrêtai. Où pourrais-je aller? C'était ma maison. Mon foyer. Depuis 18 ans. C'était mon sanctuaire. Mon refuge. La structure même qui tenait ma vie debout. Et il l'avait amenée ici. Dans notre lit. Ce lit où nous avions fait l'amour. Où nous nous étions serrés l'un contre l'autre après nos cauchemars. Où je l'avais soigné quand il était malade. Où il m'avait tenu dans ses bras la nuit où mon père est mort, me laissant pleurer contre sa poitrine jusqu'à n'avoir plus de larmes. Ce lit. Je me suis détournée. Je suis allée à la cuisine. J'ai rempli un verre d'eau, les mains si tremblantes que l'eau s'est renversée sur le plan de travail. J'ai essayé de boire, mais ma gorge était trop serrée. J'ai reposé le verre. Tout, autour de moi, semblait normal. La lumière du soleil traversait la fenêtre. La cafetière, encore là, que j'avais utilisée le matin même. La liste de courses sur le frigo, lait, pain, blanc de poulet, lessive, thermos. Ces mots écrits de ma main me semblaient criminels de banalité. Puis j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir à l'étage. Des pas descendaient. Je n'ai pas bougé. Logan est apparu. Chemise ouverte, cheveux en bataille. Je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais pas supporter de voir le visage que j'avais aimé pendant 19 ans déformé par la honte. Claire, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Explique-moi, alors. Il passa ses mains dans ses cheveux, ce geste que j'avais toujours trouvé adorable. Mon Dieu. Je suis tellement désolée, Claire. Tellement désolée. Derrière lui, Madison descendit à son tour. Habillée, calme, presque posée. Ses cheveux légèrement ébouriffés, mais son allure, intacte. Comme si elle revenait simplement d'un café entre amis. Comme si elle n'avait pas détruit ma vie. Elle me regarda. Claire, je crois que je devrais partir. Tu crois? Les mots sont sortis plus tranchants que je ne l'aurais voulu. Tu crois que tu devrais partir? Elle baissa les yeux, brièvement, puis releva la tête avec un regard froid, calculé. Je suis désolée que tu aies dû la prendre de cette façon. De cette façon. Pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Désolée que je l'ai découvert. Comme s'il existait une manière polie de surprendre son mari au lit avec la meilleure amie de sa fille. Quitte ma maison. Ma voix me parut étrangère, lointaine. Elle s'avança vers la porte sans se presser, d'un pas décidé. Sur le seuil, elle s'arrêta et se retourna. Marlène n'a pas besoin de savoir, dit-elle doucement. On peut garder ça pour nous. Son ton semblait sincère. Peut-être qu'il l'était. Mais il était aussi calculé. Un coup d'échec déguisé en compassion. Comme c'est gentil à toi, ai-je répondu, de penser aux sentiments de ma fille. Elle tressaillit. Enfin, une fissure dans son masque. Puis elle disparut. Il ne restait que nous deux. Mari et femme. Deux êtres qui s'étaient promis l'un à l'autre pour toujours. Qui avaient construit une vie, élevé un enfant, partagé les épreuves et les joies. Je croyais que nous étions inséparables. Mais à cet instant, nous n'étions plus un couple. Nous étions une scène de crime. La preuve vivante d'une trahison. Tu es pathétique, ai-je murmuré. As-tu seulement pensé à ta fille? Claire? Depuis combien de temps, Logan?
Il ferma les yeux. 3 mois. 3 mois. 90 jours. 12 semaines de mensonges. 3 mois où il m'embrassait le matin, me souhaitait bonne nuit le soir. Où nous dînions ensemble, regardions la télévision, parlions de Marlène, de la clôture à réparer, de la peinture de la salle de bain des invités. 3 mois où il me touchait en pensant à une fille assez jeune pour être sa propre fille. Je parlais mécaniquement, comme une enquêtrice qui prend des notes sur un crime. Où? Ai-je demandé. Il hésita. Puis, d'une voix brisée. Les hôtels, son appartement, le bureau, plusieurs fois. Le bureau. Celui où je lui avais apporté le déjeuner par surprise. Celui où je l'avais fêté pour son anniversaire, avec son sandwich préféré et un cupcake à la bougie. Elle était probablement là, ce jour-là. Peut-être cachée. Ou peut-être même pas. Peut-être qu'elle était là, effrontément présente, pendant que je jouais mon rôle d'épouse dévouée. Est-ce que tu as ri? Ai-je demandé. Il leva les yeux, perdu. Quoi? Tu t'es moqué de moi? Vous vous êtes moqué de moi? Tu me prenais pour une idiote? Une naïve? Non. Mon Dieu, non, Claire, jamais. Il s'est approché. J'ai reculé si vite que j'ai heurté le comptoir. Ne me touche pas. Il s'est arrêté net. Des larmes dans ses yeux. De vraies larmes. Mais pourquoi? Parce qu'il regrettait? Parce qu'il se sentait coupable? Ou simplement parce qu'il s'était fait prendre? Je t'aime, a-t-il dit. Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est vrai. Je t'aime. Cette histoire avec Madison, c'était une erreur. Une terrible erreur. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Une erreur. 3 mois. 3 mois, c'était une erreur? Non. Oublier d'acheter du lait, c'est une erreur. Se tromper de prénom, c'est une erreur. Ce qu'il avait fait, c'était un choix. Des dizaines, des centaines de choix. Des petits gestes, des petites décisions, qui mis ensemble formaient une trahison. Pourquoi? Le mot s'est brisé dans ma gorge. Pourquoi elle? Je ne sais pas. Ce n'est pas suffisant, Logan. Je ne sais pas, Claire. Elle était jeune, elle me prêtait attention, j'étais flattée. Stupide. Il a enfoui son visage dans ses mains. Il n'y a pas de bonne réponse, murmura-t-il. Rien ne rend ça acceptable. T'es-tu protégé? La question m'a échappé sans émotion, presque clinique. Une part de moi avait besoin de savoir. L'autre refusait de comprendre pourquoi. Il hocha la tête. Oui. Toujours. Quelle attention. Un rire fou m'échappa. Tu as mis ma santé en danger, mais au moins tu t'es protégé. Quel gentleman. Je suis désolé, tellement désolé. Désolé. Ce petit mot qu'on dit quand on te bouscule dans la rue, quand on casse un verre. Pas quand on brise des vœux, des cœurs, des familles. Tu l'aimais? J'avais besoin de le savoir. Besoin de comprendre si je l'avais perdu à cause d'un vrai sentiment ou juste à cause du frisson de l'interdit. Ne me mens plus, Logan. Juste cette fois. Dis la vérité. Il me regarda droit dans les yeux. Je ne l'aimais pas. C'était physique, c'est tout. Les clichés les plus pathétiques, mais je ne l'aimais pas. Je t'aime, toi. Ces mots semblaient à la fois vrais et complètement vides. Va-t'en, ai-je dit. Claire. Dehors. Tout de suite. Ou j'appelle la police et tu expliques pourquoi tu es encore ici. C'est aussi ma maison. Alors je partirai. Je ferai mes valises et je partirai. Tu pourras rester ici, dans notre lit, avec tes souvenirs, et réfléchir à ce que tu as fait. S'il te plaît, parlons-en. On peut arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. Ma voix monta, brisant enfin la torpeur. Toute la rage que j'avais retenue éclata. Tu as amené la meilleure amie de notre fille dans notre lit. Tu m'as menti, à moi, à Marlène, chaque jour pendant 3 mois. Tu me regardais dans les yeux et tu mentais. Tu veux qu'on discute de quoi? Si je peux te pardonner? Quelle audace! Comme si le pardon était un interrupteur. Comme si 19 ans d'amour pouvaient effacer 3 mois de trahison. Comme si on pouvait tout simplement recommencer. Je ne sais pas, ai-je dit calmement. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je veux te pardonner. Je sais juste que je ne peux plus te regarder. Où veux-tu que j'aille? Peu importe. Chez un ami. À ton bureau.
Ou dans la rue. Il hocha la tête, vaincu. Puis monta les escaliers. Je l'ai entendu faire sa valise dans la chambre. Notre chambre. Celle où je ne pourrais plus jamais entrer sans les revoir. Je suis resté debout dans la cuisine, sentant ma vie s'effondrer lentement. Tout ce que je croyais solide n'était qu'un mirage. 19 ans s'écoulaient entre mes doigts comme de l'eau. Il est redescendu avec sa valise. S'est arrêté près de la porte. Je t'appellerai, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je t'aime, Claire. Crois-moi, s'il te plaît. Puis il est parti. Le silence est tombé sur la maison. Un silence absolu. Un silence si lourd qu'il m'a écrasé. Mes jambes ont cédé. Je me suis retrouvée assise par terre, dans la cuisine. Pas parce que je l'avais choisi. Mais parce que je ne tenais plus debout. Je me suis assise sur le carrelage froid de cette maison que j'avais transformée en foyer, et j'ai essayé de pleurer. Mais rien ne venait. Pas une larme. Peut-être que j'étais encore sous le choc. Peut-être que mon corps avait simplement épuisé sa capacité à ressentir. Ou peut-être que j'étais déjà au-delà des larmes, dans cet endroit où il ne reste plus que l'engourdissement. Et puis, dans ce vide, j'ai revu son visage. Le sourire de Madison. Ce sourire qui me hantait. La courbe de ses lèvres, la lueur dans ses yeux, pas de honte, pas de culpabilité, juste du triomphe. Elle avait voulu que je voie. Tout était calculé. Le moment où Marlène avait claqué la porte. Même ces petits bruits qui m'avaient attiré à l'étage. Elle avait tout prévu. Mais pourquoi? Pourquoi voulait-elle que je découvre tout ça? Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Et lentement, j'ai compris. Horriblement compris. Madison ne voulait pas seulement Logan. Elle voulait ma place. Ma vie. Elle voulait prouver qu'elle pouvait faire mieux, être plus jeune, plus séduisante, plus vivante. Elle voulait que je la voie gagner. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Des minutes? Des heures? La lumière de l'après-midi s'est transformée en pénombre. Mon téléphone vibrait sans arrêt, mais je n'y ai pas touché. Finalement, je me suis levée. Chaque muscle de mon corps me faisait mal, comme si j'avais été frappée. J'ai traversé la maison, mais j'avais l'impression d'être une étrangère chez moi. Les photos sur les murs. Notre mariage. Les vacances de Marlène quand elle était enfant. Les fêtes, les moments heureux. Tout semblait faux maintenant. Comme si chaque sourire sur ces images cachait déjà la trahison. Dans le salon, il y avait une photo de Thanksgiving. Nous quatre, moi, Logan, Marlène et Madison. Sa mère avait déménagé en Arizona, son père avait refait sa vie ailleurs, alors on l'avait accueilli pour les fêtes. Je lui avais même appris la recette de la sauce aux canneberges de ma grand-mère. Sur la photo, la main de Logan reposait sur ma taille. Madison se tenait à côté de lui. Pas collé, mais trop proche. Et son regard? Je ne l'avais jamais remarqué avant, mais il ne regardait pas l'objectif. Il le regardait, lui. Logan. Comment ai-je pu ne pas voir? Ou peut-être que j'avais vu, mais refusé de l'admettre. Parce qu'admettre, c'était reconnaître quelque chose d'insupportable. Mon téléphone vibra encore. J'ai fini par regarder. 11 appels manqués de Logan. 6 messages. Parle-moi, s'il te plaît. Je suis au Marriott, centre-ville. Claire, s'il te plaît. Je te laisserai de l'espace, mais il faudra bien qu'on parle un jour. Je suis désolée. Je t'aime. Je les ai supprimés, un par un, sans répondre. Puis 2 messages de Marlène. Salut maman. Toujours pour demain? Je t'aime. Ma fille. Celle qui considérait Madison comme une sœur. Qui n'avait aucune idée que sa meilleure amie couchait avec son père. Qui leur faisait entièrement confiance. Comment allais-je lui dire? Comment lui faire porter ça? Comment lui briser le cœur comme le mien venait de l'être? Je ne pouvais pas. Pas encore. Alors j'ai répondu. Oui, demain, ça va. Je t'aime aussi, ma chérie. Les mensonges commençaient déjà, des mensonges destinés à la protéger, le temps que je trouve comment dire l'indicible. Puis un autre message est arrivé. Numéro inconnu. Claire, c'est Madison. Je sais que tu ne veux pas de mes nouvelles, mais je suis désolée. Je n'ai jamais voulu te blesser. S'il te plaît, ne dis rien à Marlène. Ça la détruirait. Je suis restée figée. Quelle audace. Elle, craignant que Marlène soit détruite? Elle, qui avait passé 3 mois dans le lit de son père.
Elle, qui m'avait regardé s'effondrer avec un sourire victorieux. J'ai fini par répondre à Madison. Tu voulais me faire du mal. C'est pour ça que tu as fait en sorte que j'entre ce soir-là. Quelques secondes plus tard, les 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis réapparus à nouveau. Je sais que tu dois me détester, et tu en as tout à fait le droit. Mais Marlène ne mérite pas de perdre à la fois sa meilleure amie et le mariage de ses parents à cause de ça. À la fois sa meilleure amie et le mariage de ses parents. Comme si ces 2 choses étaient comparables. Comme si l'amitié de Madison pouvait valoir 18 ans de mariage. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec son père, et j'écris. Elle a répondu presque aussitôt. Je sais. J'y ai pensé. Mais c'est arrivé quand même. On fait tous des erreurs. Encore ce mot. Erreur. Comme si c'était un accident. Comme si elle avait simplement trébuché et atterri dans mon lit conjugal. Oups, désolé Claire, c'est une erreur. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur avec un bruit sec. Un craquement satisfaisant. Mais, bien sûr, il ne s'est pas cassé. Rien, décidément, n'était aussi simple. Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé, toujours habillée de la veille. J'avais la bouche pâteuse, un goût de métal sur la langue, et un mal de tête qui n'avait rien à voir avec la fatigue. C'était le poids du choc, du traumatisme. Pendant 3 secondes, je n'ai plus rien su. J'étais juste une femme endormie sur son canapé, un peu confuse. Et puis, tout est revenu d'un coup. La porte ouverte. La lumière dorée. Le sourire de Madison. Je me suis forcée à me lever. À bouger. Je suis montée, mais je n'ai pas pu entrer dans la chambre. Pas encore. Peut-être jamais. Je suis allée dans la salle de bain d'amis. J'ai pris une douche brûlante, espérant effacer ce sentiment d'avoir été souillée. Mais l'eau chaude n'a rien effacé. Je me suis habillée, puis je me suis regardée dans le miroir. La femme en face de moi était une étrangère. Pâle. Les traits tirés. Les yeux vides. Mais debout. Toujours debout. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et si tu n'y arrives pas, continue à faire semblant. Marlène devait arriver à midi. J'avais 2 heures. 2 heures pour redevenir une mère. Pour enfiler le masque, cacher la douleur, faire comme si tout allait bien. Je suis descendue préparer du café. Le geste était presque apaisant. Ramasser le marc, verser l'eau, appuyer sur le bouton, attendre. Des gestes simples, concrets. Quelque chose que je pouvais encore contrôler. Mon téléphone affichait 17 nouveaux messages. Je ne les ai pas ouverts. À 11h57, j'ai vu la voiture de Marlène se garer dans l'allée. Je l'ai observée par la fenêtre de la cuisine. Ma fille. Ma magnifique fille de 23 ans. Ma plus grande réussite. La seule chose vraiment belle que Logan et moi avions faite ensemble. Elle portait un jean, un pull bleu qui faisait ressortir ses yeux verts. Elle souriait, insouciante, heureuse. Et moi, je n'avais qu'une envie, ériger un mur autour d'elle. La protéger de ce qui allait venir. De ce monde où tout s'effondre. Maman. Elle m'a serrée dans ses bras, pleine d'énergie. Tu as l'air fatiguée. Ça va? Oui, juste mal dormi, ai-je menti. On s'est installé à la table de la cuisine, son ordinateur ouvert devant nous. Elle cherchait des meubles pour son nouvel appartement, un canapé, une table basse, des étagères. Elle parlait vite, avec enthousiasme. Elle imaginait son futur. Je souriais, je hochais la tête, je donnais mon avis. Mais à l'intérieur, je hurlais. Ton père me trompe avec Madison. Madison voulait que je les surprenne. Tout ce que tu crois est faux. Mais je n'ai rien dit. J'ai continué à jouer mon rôle. La mère douce, posée, attentionnée. Un rôle qui ne m'allait plus. Puis elle a levé les yeux. Où est papa? La question m'a frappé comme un coup. Il a un gros projet en cours. Il travaille beaucoup en ce moment. Elle m'a observé un instant. Tout va bien entre vous? Trop perspicace. Elle l'avait toujours été. Bien sûr, ma puce. Pourquoi tu demandes ça? Je sais pas. Vous avez l'air stressés, tous les deux, ces derniers temps. C'est la vie, ai-je répondu avec un sourire forcé, celui qui donne l'impression que ton visage se fissure de l'intérieur. Rien à craindre, ai-je répondu. Elle m'a observé un peu trop longtemps avant d'acquiescer. Mais tu me dirais si quelque chose n'allait pas, n'est-ce pas? Bien sûr que je te le dirais.
Un autre mensonge. Les mensonges sortaient si facilement, maintenant. Ils s'empilaient comme des briques, formant entre nous un mur invisible. Nous avons passé encore 1 heure ensemble à meubler, à faire semblant. J'ai commandé à déjeuner de la cuisine thaïlandaise, sa préférée. Nous avons mangé, parlé, ri. Et tout le long, j'avais cette impression étrange d'être une actrice dans une pièce dont tout le monde croyait le scénario vrai. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, maman. Tu es la meilleure. Je t'aime aussi, ma chérie. Je l'ai regardée s'éloigner. Puis je suis rentrée, et là, j'ai craqué. Les larmes ont jailli par vagues. Des sanglots violents, incontrôlables, qui m'ont plié en deux. J'ai pleuré pour tout, pour mon mariage perdu, pour la confiance trahie, pour l'innocence de ma fille que j'allais devoir briser, pour la femme que j'étais encore hier et qui croyait à sa propre vie. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus rien à donner. J'étais vidée, épuisée. Puis je me suis redressée. J'ai essuyé mes joues. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Quelque chose changeait en moi. Quelque chose de froid, de précis. Une sorte de clarté, née de la rage. J'avais assez souffert. Maintenant, il fallait réfléchir. Madison avait voulu que je découvre la vérité. Elle avait tout orchestré. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une démonstration de pouvoir. Elle voulait me prendre quelque chose et s'assurer que je le sache. J'ai ouvert mon ordinateur, lancé le navigateur et cherché ses profils, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je les connaissais déjà, bien sûr. J'avais aimé ses photos, laissé des commentaires, mais je ne les avais jamais vraiment regardées. Pas avec ce regard-là. En parcourant son Instagram, j'ai remonté le temps, 6 mois, 1 an, 2 ans. Les photos racontaient une histoire que j'avais refusé de voir. Elle chez nous. Des dizaines de photos prises dans notre maison. Thanksgiving, les barbecues du 4 juillet, Noël, les dîners du dimanche, toujours près de Logan. Sur chaque photo de groupe, elle finissait par se retrouver à côté de lui. Je reconnaissais aussi certains restaurants. Ceux où Logan disait aller pour des repas d'affaires. En agrandissant un selfie de Madison, j'ai distingué une silhouette floue en arrière-plan. Logan. Ses cheveux poivre et sel, reconnaissables entre mille. Des mois plus tôt, il m'avait dit que leur histoire durait depuis 3 mois. C'était faux. Ou peut-être qu'il ne savait plus lui-même, à force de mensonges. Je continuais à remonter, jusqu'à leur début. Une vieille photo de Madison et Marlène à l'université. Madison riait, une robe courte, une tasse rouge à la main. Légende, parfois, il faut juste trouver une meilleure famille. À l'époque, les commentaires me semblaient bienveillants. Tu mérites le meilleur, je t'aime ma fille. Mais maintenant, tout prenait un autre sens. Une meilleure famille. Elle cherchait une meilleure famille, et elle avait trouvé la nôtre. Ou peut-être seulement Logan. Plus je regardais, plus je comprenais. Madison s'était infiltrée dans nos vies lentement, méthodiquement. Fêtes, anniversaires, repas, toujours là, toujours présente. Sur Facebook, j'ai retrouvé une autre Madison. Celle d'avant. Plus rebelle, plus dure. Des photos de soirées, de boîtes de nuit, des légendes sur les blessures, la méfiance, les gens brisés. Puis, il y a 3 ans, tout avait changé. Son image, ses publications, son ton. Comme si elle s'était inventé un nouveau personnage. Un rebranding. Une version douce, lisse, calculée. Juste à l'époque où elle avait rencontré Marlène, j'ai cliqué sur sa liste d'amis. Je faisais défiler distraitement, jusqu'à ce qu'un nom me glace le sang. Logan. Ils étaient amis sur Facebook. Depuis 2 ans. J'ai ouvert son profil. J'avais l'impression de regarder la page d'un inconnu. Quand avait-il accepté sa demande d'amis? M'en avait-il parlé? Je n'en avais aucun souvenir. Mais pourquoi l'aurais-je remarqué? C'était la meilleure amie de notre fille. Bien sûr qu'ils étaient connectés. Ça ne voulait rien dire, mais en réalité, ça voulait tout dire. J'ai examiné leurs interactions. Logan avait aimé des dizaines de ses publications au fil du temps. Des photos de groupe, des paysages, rien d'inapproprié, mais une régularité, une attention constante. C'était comme un fil invisible entre eux, tissé lentement, discrètement. Tout avait-il commencé là, en ligne? L'avait-elle approché d'abord sur les réseaux? Ou bien ce n'était qu'un outil, une étape dans un plan beaucoup plus long? Mon téléphone s'est mis à sonner. Logan. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé. Refusé encore.
Puis un message est apparu. Il faut qu'on parle de la suite. S'il te plaît, Claire. Je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on trouve une solution. La suite? Comme s'il existait un plan tout prêt. Comme si on pouvait organiser la reconstruction d'un mariage, après avoir trouvé son mari au lit avec la meilleure amie de sa fille. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à fouiller. Sur LinkedIn, j'ai retrouvé Madison. Coordinatrice des réseaux sociaux dans une agence de marketing. Avant ça, plusieurs petits postes, un diplôme en communication à l'université d'État là où elle avait rencontré Marlène. Je me suis intéressée à ses contacts. Et soudain, j'ai reconnu plusieurs noms, des gens de l'entreprise de Logan. Pas seulement lui, ses associés, ses collaborateurs, même sa secrétaire. Quand les avait-elle rencontrés? J'ai ouvert un nouvel onglet, chercher Madison Carter plus nom de l'entreprise de Logan. Rien. Mais je ne me suis pas arrêtée. Sur les réseaux de l'entreprise, j'ai trouvé une photo datant d'il y a 6 mois. Un événement caritatif. Madison apparaissait en arrière-plan, en train de discuter avec un associé de Logan. La légende mentionnait la présence d'amis et de membres de la famille. Amis? Famille? Qui l'avait invité, exactement? Logan? Marlène? Ou elle-même? Petit à petit, le puzzle prenait forme. Et l'image qui se dessinait me faisait peur. Ce n'était pas une simple liaison. C'était une infiltration. Planifiée. Méthodique. Madison s'était immiscée dans nos vies, lentement, patiemment, tissant ses liens, se rapprochant de lui, de nous. Mais pourquoi? Alors j'ai repensé à son passé. Une mère absente, un père qui avait refait sa vie, une enfance marquée par le rejet et le remplacement. Et puis, elle avait rencontré Marlène. Marlène, qui avait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Une famille unie, des parents amoureux, une stabilité, de la chaleur, de la sécurité. Et Madison avait voulu tout cela. Pas par amitié. Par substitution. Elle ne voulait pas entrer dans notre famille. Elle voulait prendre ma place. Ce sourire, celui qu'elle m'avait lancé à l'aéroport. Je le comprenais maintenant. C'était un sourire de victoire. Elle avait gagné. Elle avait séduit mon mari. Elle s'était glissée dans ma maison, dans ma vie. Et elle voulait que je le sache. Parce que mon humiliation faisait partie de sa victoire. Elle voulait que je voie ma propre défaite. Que je sois témoin de mon remplacement. Mais elle avait commis une erreur. Une seule. Je n'étais pas encore partie. Je me suis assise. J'ai refermé l'ordinateur. Mes larmes étaient sèches. Mes mains, immobiles. À la place de la douleur, quelque chose de froid, de clair, s'installait dans ma poitrine. Je ne pouvais pas le dire à Marlène. Pas maintenant. C'est exactement ce que Madison voulait, le chaos, la culpabilité, la honte. Si je lui disais, Marlène serait dévastée, déchirée entre son amitié et sa loyauté. Notre famille éclaterait en plein jour. Et ça, c'était son plan. Si je devais faire tout ça, je devais le faire correctement. Je devais laisser Madison croire qu'elle avait gagné. Je devais laisser Logan croire qu'il restait une chance de réconciliation. Je devais continuer à jouer mon rôle, le temps de comprendre comment reprendre la main. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Logan. Il a répondu immédiatement. Claire, Dieu merci. On devrait parler, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Pas maintenant. J'ai besoin de temps. Quelques jours pour digérer. Bien sûr. Comme tu veux. Merci de ne rien promettre, Logan. J'ai juste besoin de réfléchir. Je comprends. Je te laisse de l'espace. Mais Claire, je pensais ce que j'ai dit. Je t'aime. Je veux arranger ça. Je sais, ai-je répondu. Je le laissais entendre ce qu'il voulait entendre. Je lui laissais croire qu'il y avait encore de l'espoir. À bientôt. Et j'ai raccroché avant qu'il puisse en dire plus. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai envoyé un message à Madison. On devrait parler. Un café demain. Juste nous deux. La réponse est arrivée presque aussitôt. Oui, bien sûr. Merci de votre disponibilité. Quelle heure? 10 heures, au Greenhouse Café. J'y serai. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé autour de moi, ma cuisine, ma maison, ma vie. Tout ce qu'elle avait envahi, volé, brisé. Mais tout cela m'appartenait encore. Et j'allais le reprendre.
Pas par la colère. Pas par un scandale. Mais par quelque chose de plus précis. De plus dévastateur. J'allais utiliser leurs propres armes contre eux. La tromperie. La manipulation. La cruauté calculée. Madison voulait jouer? Alors elle allait apprendre ce que ça coûtait de jouer contre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le Greenhouse Café. C'était son endroit préféré. Je m'en souvenais, 6 mois plus tôt, après un rendez-vous raté, elle m'avait confié. Je me sens toujours mieux ici. C'est comme mon refuge. C'est précisément pour ça que je l'ai choisi. Je voulais la retrouver dans son espace de confort, et le lui reprendre. Je suis arrivée 15 minutes en avance. J'ai commandé une tisane que je ne comptais pas boire. J'ai choisi une table près de la fenêtre, là où la lumière du matin illuminerait mon visage. Je m'étais préparée avec soin. Pull bleu marine, maquillage discret, cheveux tirés en arrière. L'image parfaite d'une femme blessée, mais qui tente de se reconstruire. Tout était calculé. Chaque détail, une arme. Madison est arrivée à l'heure exacte. Elle aussi avait réfléchi à son apparence, jean, chemisier simple, maquillage naturel, cheveux lâchés. Le costume du remords. Nous jouions toutes les deux. Elle m'a vu, a hésité à la porte, puis a inspiré profondément avant d'approcher. Claire, merci de m'avoir accueillie. Elle s'est assise face à moi, les mains jointes sur la table. Je ne pensais pas que tu l'accepterais. J'ai failli ne pas le faire. Je suis vraiment désolée. Elle parlait doucement, les yeux baissés. Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu saches à quel point je le regrette. Pourquoi? Ai-je demandé d'une voix calme, presque douce. Blessée, mais en quête de vérité. Pourquoi tu as fait ça? Elle a baissé les yeux, pris une pause, pesé ses mots. Je n'ai pas de bonne réponse. Essaie quand même. Elle a respiré lentement, comme si elle choisissait la version de l'histoire qu'elle allait me servir. Je me sentais seule. Il m'écoutait. Au début, ce n'était que des discussions, la vie, le travail, la famille. Puis c'est devenu plus personnel. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais déjà trop impliquée. Une explication bien construite. Crédible. Le genre d'histoire qui la faisait passer pour une victime des circonstances, pas pour celle qui avait tout orchestré. Quand ça a commencé? Il y a environ 3 mois. Après la soirée caritative de son entreprise. Je me suis figée. La soirée où elle avait été photographiée en arrière-plan. Celle à laquelle elle avait été invitée. Mais je n'ai pas relevé. Pas encore. Comment es-tu arrivée à cette soirée? Ai-je demandé, d'un ton léger, comme si je voulais juste comprendre. Logan m'a invité. Il a dit que les associés pouvaient venir avec des amis ou de la famille. Marlène ne pouvait pas venir, alors il a pensé que ce serait sympa que j'y sois. C'était fluide. Plausible. Peut-être même partiellement vrai. C'était gentil de sa part, dis-je simplement. Elle a hoché la tête, bu une gorgée de café. Ses mains ne tremblaient pas. Aucune trace de nervosité, de culpabilité. Tout ce qu'elle ressentait, elle le contrôlait parfaitement. Puis elle m'a demandé. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Avec Logan? Je l'ai regardé. Un silence tendu a flotté entre nous. Je ne sais pas, ai-je dit. Il veut faire des efforts. Madison se pencha légèrement vers moi, le regard inquiet, presque tendre. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais, crois-tu que tu pourras lui pardonner? C'était la vraie question. Celle qui la préoccupait vraiment. Parce que si je pardonnais à Logan, si notre mariage survivait, alors sa victoire à elle serait incomplète. Elle ne serait plus celle qu'il a choisie, mais juste l'erreur que Logan aurait surmontée. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi en a envie. Nous avons construit une vie ensemble. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir lui refaire confiance. La confiance, dit-elle doucement, c'est essentiel. Sans ça, à quoi bon? Elle m'encourageait à divorcer. Subtilement, mais clairement. Elle voulait que le doute reste, que la blessure ne cicatrise pas. Et toi? Ai-je demandé. Tu avais des sentiments pour lui? Elle parut surprise par ma franchise. C'est compliqué, dit-elle après une hésitation. Je tiens à lui, oui. Mais je sais que ça ne peut mener nulle part. Il t'aime, Claire. Il me l'a dit. J'étais une erreur, et c'est fini. Fini? Oui. Complètement.
J'ai tout arrêté hier, après que tu aies découvert la vérité. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus continuer. C'était parfait. La posture noble de celle qui assume sa faute, qui se place au-dessus du scandale. Mais peu importait qu'elle ait elle-même orchestré ma découverte. Peu importait son air digne. Je l'ai observé un moment. Ton sourire, dis-je calmement. Quand je suis entrée, tu m'as souri. Son visage resta impassible. Pas un frémissement. Je ne m'en souviens pas, répondit-elle. J'étais sous le choc. Je n'ai pas souri, Claire. J'étais horrifiée. Un mensonge, calculé, impeccable. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, j'aurais presque pu y croire. Peut-être que j'ai mal interprété, et je murmurai, en détournant un peu le regard, comme si je doutais moi-même. Tout s'est passé si vite. Je te le promets, continua-t-elle, je me suis sentie affreuse. Je me sens toujours affreuse. J'ai tout gâché. Elle posa sa main sur la mienne. Ce contact me glaça, mais je ne bougeais pas. Te perdre ton amitié, ta confiance, c'est ce qui me fait le plus mal. Tu as été comme une mère pour moi. Meilleure que la mienne. Et j'ai tout détruit. Je me déteste pour ça. Sa performance était parfaite. Les yeux brillants, la voix tremblante. Si je ne savais pas, j'aurais cru chaque mot. Et Marlène ? Ai-je demandé. Elle retira lentement sa main, baissa les yeux. C'est ce qui me tue le plus, murmura-t-elle. Il ne faut jamais qu'elle sache. Ça la briserait. Ça détruirait tout, son image de son père, la nôtre, son équilibre. Donc, tu veux que je mente à ma fille ? Non. Je veux que tu la protèges, répondit-elle. C'est différent. Marlène t'aime. Elle aime Logan. Si elle apprend tout ça, elle perd tout. Tu veux vraiment lui faire ça ? C'était de la manipulation, pure et froide. Me faire porter la responsabilité de la douleur à venir. Présenter le mensonge comme un acte d'amour. Je n'ai pas encore décidé ce que je lui dirai, ai-je dit. Mais réfléchis à ceci, Madison, pense à ce qui aiderait vraiment Marlène. Pas à ce qui te soulage toi, ou à ce qui punit Logan et moi. Ce qui l'aide, elle. J'avais envie de hurler, de lui jeter mon thé au visage. De lui dire qu'elle aurait dû penser à Marlène avant de coucher avec son père. Mais je suis restée calme. Fidèle à mon rôle. Tu as raison, finit-elle par dire. Il faut penser à Marlène. Son visage se détendit légèrement. Un soupir de soulagement. Puis revint la même inquiétude douce. Comment tu vas ? Demanda-t-elle. Vraiment ? Je suis dévastée, ai-je simplement répondu. Je ne vois pas ce que je peux faire. Rien, souffla-t-elle. Et le silence s'installa entre nous. Un silence lourd, plein de faux remords et de colère contenue. Le café bourdonnait autour de nous, des matinées normales, des gens qui commandaient des lattes, discutaient de leur week-end. Personne ne voyait la casse à notre table. Je devrais y aller, dit Madison finalement. Claire, merci de m'avoir écouté, ajouta-t-elle. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin de te dire que je suis désolée. Elle se leva, bourra son sac sur l'épaule, me regarda avec ses yeux bleus dont je n'avais jamais perçu la froideur jusqu'à ce jour. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Peut-être un jour, répondis-je. Je l'ai vue partir, monter dans sa voiture, s'éloigner. Je suis restée encore 10 minutes, sirotant un thé refroidi, décortiquant ses mots et surtout tout ce qu'elle n'avait pas dit. Si je n'avais pas vu son sourire ce jour-là, peut-être aurais-je cru à ses remords. Mais ce sourire, je l'avais vu. Et je savais. Elle ne regrettait rien. Elle gérait la situation. Elle veillait à ce que je reste silencieuse, à ce que Marlène ne sache jamais, à ce que, quand je finirais par partir, comme elle l'attendait, elle soit prête à prendre la relève, l'amie compatissante, la femme compréhensive, l'avenir possible. 6 mois, 1 an de délai respectable, puis l'officialisation. Tout planifié. Elle s'imaginait emménager dans ma maison, dormir dans mon lit, organiser des fêtes à ma table, devenir la belle-mère de Marlène. Ma vie, transférée. C'était son projet. Et moi ? Moi, je le voyais clairement et j'allais tout détruire. J'ai sorti mon téléphone et appelé « Jenkins, enquête privée ». « Comment pouvons-nous vous aider ?» demanda la voix. « J'ai besoin d'une surveillance et d'une enquête complète, dis-je. Où ils se rencontrent, à quelle fréquence, leur communication, et un dossier complet sur elle. Aujourd'hui, ai-je précisé. L'enquêtrice s'appelait Tara Bennett, la quarantaine,
ex-NIPD, maintenant à la tête de sa propre agence. Elle m'a retrouvé dans un café de l'autre côté de la ville, un lieu où ni Madison ni Logan n'auraient pensé chercher. Direct, professionnel, le regard d'une femme qui a tout vu. Votre mari est la meilleure amie de votre fille. C'est compliqué, a-t-elle dit. Que voulez-vous obtenir? Divorce? Papiers légaux? Tranquillité d'esprit? Tout ça peut-être, ai-je répondu. Je dois comprendre l'ampleur. Elle m'a exposé son plan, surveillance des deux, documentation des rencontres et des échanges, vérification d'antécédents complète sur Madison Carter, vérification financière si accessible, analyse de son empreinte numérique, tout. Combien de temps? Ai-je demandé. Ça dépendra des éléments trouvés. La surveillance commence tout de suite. Les premiers résultats préliminaires peuvent être prêts sous 48 heures. Une analyse approfondie prendra plus de temps. Faites-le, ai-je dit. Elle m'a donné un prix qui m'a serré la poitrine. C'était cher. Mais j'avais mes propres ressources. J'avais travaillé pendant tout notre mariage, conservé ma carrière, mon indépendance. Je n'avais jamais eu besoin de Logan sur le plan financier. Une des choses dont j'étais fière et dont j'étais reconnaissante, c'était mon indépendance financière. Autre chose, ai-je dit à Tara. Je veux savoir s'il y en a d'autres. D'autres femmes. Est-ce une habitude? Le visage de Tara s'adoucit à peine. Tu penses que ce n'est pas la première? 3 mois, ce n'est pas une première liaison. On dirait qu'il a de l'expérience. Je vais creuser. Elle m'expliqua ce qu'elle ferait, relevé de cartes, facture d'hôtel, historique d'appels si on pouvait y accéder. Si d'autres femmes existaient, elles seraient trouvées. Nous avons bouclé les détails, la surveillance commençait cet après-midi, des rapports tous les 2 jours, chaque élément documenté pour être recevable en justice si nécessaire. En sortant de ce rendez-vous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus connu depuis l'ouverture de la porte, un but. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais devenue enquêtrice, stratège. Les 2 semaines qui ont suivi furent un exercice d'actrice. Je portais le masque de l'épouse blessée qui envisage une réconciliation. J'ai rencontré Logan à 2 reprises. Il s'excusait, pleurait, promettait thérapie, engagement, que tout recommencerait comme avant. Je hochais la tête, je l'écoutais. Une fois, je l'ai même laissé me tenir la main. Pendant ce temps, Tara et son équipe travaillaient. Ils documentaient chaque rencontre. Malgré les déclarations de Madison selon lesquelles tout était fini, malgré les larmes de Logan, ils continuaient à se voir, plus prudents, mais pas assez. Ils utilisaient des hôtels différents, payaient souvent en espèces. Des téléphones jetables, identifiés cependant par le technicien de Tara. Prudents, mais pas invisibles. Tara avait des photos, horodatées, géolocalisées. Incontestables. Logan entrant dans une chambre d'hôtel, Madison arrivant 15 minutes plus tard, tous 2 repartant séparément 2 heures après. 3 fois, en 15 jours. Chaque photo achevait une part de moi. La petite voix stupide qui voulait croire à ses remords mourait un peu plus à chaque image. Ce n'était pas fini. Il continuait. Il la choisissait. Il pensait pouvoir garder les 2 vies. L'enquête sur Madison donna encore plus que prévu. Tara me tendit un dossier épais. Ton instinct était bon, dit-elle. Cette fille a un schéma. J'ai lu. À l'université, Madison avait déjà été mêlée à un scandale, une liaison avec un professeur marié. L'affaire avait été étouffée, mais Tara avait retrouvé des traces, une plainte, des pressions, un départ du professeur. 20 ans, et déjà attirée par des hommes mariés. Après l'université, elle avait travaillé dans un cabinet d'avocats. 6 mois seulement. Officiellement renvoyée pour mauvaise performance. En réalité, racontèrent d'anciens collègues, une liaison avec un associé marié avait conduit à un ultimatum et à son départ. Elle a déjà fait ça, dis-je, mal à l'aise. Elle ciblait des hommes stables, prospères, engagés. Elle s'immisçait dans leur cercle, l'école, le travail, les amis se rendaient indispensables, puis frappaient. Pourquoi? Demandai-je. Tara haussa les épaules. Sans évaluation psychologique, je ne peux que supputer. Mais le schéma est clair, ce n'est pas seulement l'attrait pour des hommes mariés. C'est l'attrait pour ce qu'ils représentent, la stabilité, le succès, la famille qu'elle n'a pas eue. Elle veut ce que ces femmes ont. Elle veut être à leur place. Et avec la pratique, elle s'est perfectionnée. Le professeur, à 20 ans, c'était naïf et rapide. Mais avec le temps, elle a appris à préparer son terrain. L'avocate, elle, avait tenu plus longtemps, mais elle aussi avait laissé des traces.
Madison avait été méthodique avec votre mari. Elle avait tissé la relation sur des années, s'était insérée dans la structure familiale, devenant peu à peu indispensable. Je repensais à toutes ces fêtes, à ces dîners où je l'avais accueillie, croyant n'être que gentillesse. Elle m'avait observé, appris mes gestes, préparé son rôle, me remplacé. Il y a autre chose, dit Tara en déroulant un autre dossier. Son technicien avait analysé en profondeur l'activité de Madison sur les réseaux. Elle épurait ses publications, photos de fêtes supprimées, selfies provocateurs effacés, tout ce qui pouvait compromettre l'image qu'elle voulait montrer aujourd'hui. 3 ans de rebranding, exactement au moment où elle avait rencontré Marlène. Préméditation. Tout était prémédité. Et Logan ? Demandai-je, la voix serrée. A-t-il déjà fait ça ? Tara parut compatissante. Pas à ma connaissance, dit-elle. Pas d'antécédent clair avant Madison. Soit il a été incroyablement prudent, soit elle est sa première vraie cible. Je ne savais pas quelle réponse je voulais entendre. Première, voulait dire que notre mariage n'était pas un mensonge dès le début, juste brisé maintenant. Multiple, signifiait que j'avais vécu dans l'illusion depuis toujours. Puis elle lâcha une autre bombe, j'ai trouvé des transferts financiers. Ces 6 derniers mois, il a déplacé des petites sommes vers un compte séparé. Ton n'en apparaît pas. Combien ? Bredouillai-je. Environ 40 000 $, pour l'instant. Je n'ai pas fini ma phrase. Ça pouvait être un investissement innocent. Mais avec tout le reste, cela ressemblait à une préparation, peut-être un pécule pour une nouvelle vie. Il préparait un avenir avec elle, alors qu'il dormait encore dans notre lit et me jurait vouloir réparer les choses. La trahison me paraissait désormais industrielle, froide et calculée. Je veux tout, dis-je. Chaque photo, chaque reçu, chaque relevé. Un dossier complet sur eux deux. Et des preuves des transferts financiers. Tout, prêt pour le tribunal. Vous déposerez plainte, demanda Tara. Non seulement je déposerai plainte, répondis-je. Je ferai plus. La semaine suivante, j'ai planifié comme pour une campagne militaire. Chaque geste était calibré, chaque issue anticipée. Logan croyait que j'hésitais encore, que je réfléchissais à nous. J'ai entretenu cette illusion, dîner silencieux, mains serrées, promesse de thérapie. Je pleurais juste assez pour paraître brisée, mais pas irrécupérable. Madison pensait que je protégeais Marlène, qu'en gardant le silence je la préservais. Elle m'envoyait des messages faussement inquiètes. Comment vas-tu ? Besoin de quelque chose ? Je répondais brièvement, glacial, juste assez pour qu'elle se sente en sécurité. C'était le plus dur, voir ma fille, lui parler, jouer la normalité alors que cette vérité formait un mur entre nous. Mais j'avais besoin de son innocence encore un peu. Ma stratégie reposait sur la surprise. J'ai rencontré la meilleure avocate de divorce de la ville, Catherine Morrison, celle qui terrasse les conjoints infidèles au tribunal. Je veux tout ce à quoi il a droit, mais pas pour le ruiner financièrement, dis-je. Je veux la justice et que l'infidélité soit dûment documentée. Catherine a examiné le dossier de Tara et a hoché la tête, c'est inattaquable. Adultère répété, tromperie, irrégularité financière. Vous obtiendrez un accord équitable, peut-être plus, compte tenu de son comportement. Quant au transfert, nous arguerons qu'il dissimulait des biens en prévision d'un divorce. Les tribunaux ne regardent pas cela d'un bon œil. Nous pouvions sans doute récupérer l'argent, avec une indemnisation. Tant mieux. C'était une forme de justice. Mais le divorce n'était que le cadre légal. Ce n'était pas le véritable plan. Le véritable plan, c'était de révéler la vérité. De faire en sorte que tout le monde sache qui était vraiment Madison et ce qu'elle avait fait. Pas par vengeance, mais par nécessité. Parce que tant que ses agissements resteraient secrets, elle continuerait à détruire d'autres familles. Quelqu'un devait l'arrêter. Alors j'ai commencé à tout rassembler. Le rapport complet de Tara. La vérification de ses antécédents. La chronologie de ses anciennes liaisons. Les publications supprimées que l'expert informatique avait récupérées. Et surtout les captures de ses messages avec Logan, extraites des sauvegardes cloud. Les messages étaient accablants. Pas seulement sexuels, même si certains me donnaient envie de vomir. Mais surtout froids, planifiés. Madison parlait de moi. Elle ne se doute de rien. De Marlène. Elle serait dévastée si elle savait. Et de leur avenir. Une fois le divorce prononcé, nous pourrons être ensemble ouvertement. Ils avaient tout prévu. Ils avaient planifié ma disparition de ma propre vie. J'ai tout compilé dans un dossier.
Soigneusement organisé, chronologique, incontestable. Puis j'ai planifié la révélation. L'anniversaire de Marlène approchait, dans 3 semaines. Elle avait prévu un dîner intime, avec quelques amis proches et la famille. Madison était évidemment invitée. Logan aussi, malgré notre séparation. Marlène m'avait demandé d'être polie, juste pour une soirée. J'avais accepté. Je lui avais dit. Je peux être adulte, au moins pour ton anniversaire. Le dîner devait avoir lieu chez Marlène, mais j'ai eu une idée. Je l'ai appelée. Chérie, et si on le faisait ici? Il y a plus d'espace, et je peux t'aider à cuisiner. Ce serait vraiment spécial. Elle a hésité. Tu es sûre, maman? Avec tout ce qui se passe entre toi et papa? C'est ton anniversaire. Je peux gérer une soirée. Et puis, recevoir me manque. Laisse-moi faire ça pour toi. Elle a fini par accepter. Marlène avait toujours adoré les fêtes à la maison, la grande table, le jardin, la cuisine où elle avait grandi. Et je savais qu'elle avait besoin de ce sentiment de normalité. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai tout préparé. Pas seulement la fête, mais la révélation. Un ami informaticien m'a aidé à construire une présentation claire et irréfutable. Photos, messages, chronologie, preuves. Je la projetterai sur la télévision du salon, après le dîner, juste avant le dessert. Quand tout le monde serait détendu, sans méfiance. Madison avait choisi de m'humilier. Moi, je choisirais la vérité. Et pour que cette vérité ait du poids, j'ai soigneusement dressé la liste des invités. Les amis de Marlène, bien sûr. Les collègues de Madison, puisqu'elles travaillaient maintenant ensemble. Les associés de Logan, que Marlène connaissait. Et une invitée spéciale, Patricia, la fan de l'avocat avec qui Madison avait eu une liaison. Je l'avais trouvée grâce au dossier de Terra. Je lui avais écrit un message discret sur Facebook. Vous ne me connaissez pas, mais nous avons quelque chose en commun. J'aimerais en parler. Nous nous sommes rencontrés autour d'un café. Je lui ai raconté mon histoire. Et elle m'a raconté la sienne. La douleur dans ses yeux faisait écho à la mienne. J'ai essayé de prévenir les gens à son sujet, m'a dit Patricia. Elle en avait parlé sur des forums, mais Madison l'avait menacée de poursuite. Diffamation, lui avait-elle dit. Alors elle avait tout supprimé. Mais maintenant, il y avait des preuves. Des vraies. Je les lui avais montrées. Et j'ai vu son visage changer, la reconnaissance, la colère, la peur. Elle recommence, a murmuré Patricia. Mon Dieu, elle nous fait exactement la même chose. Puis elle a levé les yeux vers moi. Aidez-moi à l'arrêter. Et elle a accepté. Elle serait à la fête, comme une simple invitée. Personne ne saurait qui elle était avant la révélation. 3 semaines. 3 longues semaines à tout préparer. J'ai cuisiné les plats préférés de Marlène, décoré la maison, tout organisé pour son anniversaire. Logan est passé quelques jours avant la fête avec un cadeau pour sa fille. C'est gentil de ta part, a-t-il dit. Recevoir malgré tout. Marlène apprécie vraiment. C'est ma fille. Je ferai n'importe quoi pour elle. Il m'a regardé, un mélange d'amour, de culpabilité peut-être. Claire, après la fête, on pourrait parler? Vraiment parler, de nous? Bien sûr, ai-je répondu en souriant doucement. Laisse-le espérer. Il est parti convaincu que j'étais en train de pardonner, que sa stratégie de remords portait ses fruits. Madison, elle, m'a envoyé un message. Est-ce bizarre si je viens à la fête de Marlène? Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. J'ai répondu. Viens. Marlène veut que tu sois là. Je peux gérer. Tu es incroyable, Claire. Vraiment, ta force est incroyable. Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour continuer à jouer ce rôle par message. La veille de la fête, j'ai tout vérifié une dernière fois. Les preuves étaient solides, la présentation prête, les invités confirmés. Marlène m'a appelé, toute excitée. J'ai hâte, maman. Ça va être parfait. Oui, ma chérie. Parfait. Et je le pensais, mais pas dans le même sens qu'elle. Le lendemain soir, quand les invités ont commencé à arriver, j'étais étrangement calme. Le calme de quelqu'un qui a déjà décidé de tout faire exploser. Marlène était magnifique, 24 ans, lumineuse, sans méfiance. Elle m'a serré fort. Merci pour tout ça, maman. Pour ta force. Toujours, ma puce. Logan est arrivé ensuite. Gêné, un peu tendu.
On s'est salué poliment, comme deux connaissances, pas comme un couple. Puis Madison est entrée. En retard, bien sûr. Éblouissante, en robe bleue. Elle a serré Marlène dans ses bras, lui a tendu un cadeau, puis s'est tournée vers moi. Claire, merci de m'avoir reçu. Bien sûr, ai-je répondu en souriant. Qu'elle se croit en sécurité. La soirée s'est déroulée comme une fête parfaite. Des rires, des toasts, de la musique. Tout semblait normal. Puis je me suis levée. Avant le gâteau, j'aimerais partager quelque chose, ai-je dit. Une petite présentation. Marlène, ma chérie, c'est une partie de ton cadeau. Marlène a ri, un peu confuse. Maman, tu n'étais pas obligée. Je le voulais. J'ai pris la télécommande et allumé la télévision. Si tout le monde pouvait venir dans le salon un instant. Les invités se sont déplacés, curieux, souriants. Madison et Logan se sont placés au fond de la pièce. Je les ai vus échanger un regard rapide, le premier signe d'inquiétude. Marlène, elle, était devant, impatiente de découvrir sa surprise. J'ai appuyé sur lecture. L'écran s'est allumé. Un titre s'est affiché en grandes lettres. La vérité sur Madison Carter. Le sourire de Marlène s'est figé. Maman, quoi? Regarde, ma chérie. Et la présentation a commencé. Elle commençait par la liaison. Des photos de Logan et Madison apparaissaient à l'écran, eux, entrant ensemble dans des hôtels, avec des dates, des lieux, des preuves irréfutables. Le silence s'abattit sur la pièce. Le visage de Marlène se vida peu à peu de ses couleurs. Elle regarda tour à tour Madison, puis Logan, puis l'écran. Non, non, ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Mais c'était vrai. Et la présentation continua. Les SMS entre eux s'affichaient en grand, visibles de tous. Des messages explicites, d'autres où ils planifiaient leur rencontre, ou encore, où ils parlaient de moi. Elle n'en a aucune idée. Et c'est plus facile que je ne le pensais. Bientôt, on pourra arrêter de faire semblant. Puis vint le reste, l'histoire de Madison. Son passé avec d'autres hommes mariés, le même schéma à chaque fois. À l'écran, des visages, des dates, des noms. Patricia s'avança et désigna une photo. C'est moi. Voici mon mari. Voilà ce qu'elle a fait à ma famille. Madison devint livide. Tu n'as pas le droit. Aussi, j'ai le droit, répondis-je calmement. Tout est vrai. Tout est prouvé. Tout est réel. Logan tenta de s'approcher de Marlène, mais elle recula brusquement, comme s'il l'avait brûlée. Marlène, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Sa voix se brisa. Expliquer quoi? Que tu couches avec ma meilleure amie? Que vous m'avez tous les deux menti? Je suis désolée, Marlène, je n'ai jamais voulu. Ne dis rien. Coupa T.L., la voix tranchante comme du verre. La présentation continuait. On voyait maintenant des publications supprimées de Madison sur les réseaux sociaux, des photos d'elle avec d'autres hommes mariés. Tout retraçait son mode opératoire, séduire, s'infiltrer, puis détruire. La salle était silencieuse, à part ma voix dans la vidéo. Clinique, posée, méthodique. Certains invités commençaient à filmer. Je les laissais faire. Il fallait que cette vérité sorte de ces murs. À la fin, l'écran devint noir. J'allumai les lumières. Madison, en larmes, lança. Tu n'as pas le droit. C'est de la diffamation. Pour diffamation? Une voix s'éleva du fond, Catherine Morrison, mon avocate, que j'avais fait venir sans prévenir. Tout ce que vous avez vu est factuel. Portez plainte si vous voulez, la découverte judiciaire sera intéressante. Madison se tut aussitôt. Logan me regardait comme s'il voyait un fantôme. Claire, pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi devant Marlène? Parce qu'elle méritait de connaître la vérité, dis-je. Parce qu'elle aurait fini par la découvrir, et je voulais qu'elle l'entende de moi, avec les preuves, sans tes mensonges. Ma voix monta. Tu crois que je ne vois pas ce que tu as fait? Tu m'as piégé, comme elle m'a piégé. Elle m'a souri pendant que je vous découvrais ensemble dans notre lit. Marlène laissa échapper un sanglot, un son profond, brisé. Je la regardai. Tu comprends, ma chérie? Ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan. Un plan pour me remplacer, pour prendre ma place, pour me voler ma vie. Je pointai l'écran. Regarde les preuves. Regarde son histoire. C'est ce qu'elle fait.
Marlène tourna lentement la tête vers Madison. C'est vrai? Tu as vraiment essayé. Madison cessa de pleurer. Son visage se durcit, froid, presque méconnaissable. Tu ne sais pas ce que c'est, Marlène. Grandir sans rien. Regarder les autres vivre dans leur famille parfaite, avec leur vie parfaite. Alors oui, j'ai voulu ça. Tout ce que je n'ai jamais eu. Alors tu as essayé de nous le voler, répliqua Marlène, la voix tremblante. Tu as prétendu être mon ami tout en couchant avec mon père. Tu voulais détruire ma famille. Je ne voulais pas la détruire, répondit Madison. Je voulais en faire partie. Mais son silence qui suivit en disait long. Marlène se tourna alors vers son père. Et toi? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à maman? À moi? Marlène, j'ai commis une terrible erreur. Une erreur? Éclata-t-elle d'un rire amer. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Pas ça. Sa voix se brisa. Elle se tourna vers moi, les yeux remplis de larmes. Maman, je suis tellement désolée, sanglota Marlène. C'est moi qui l'ai fait entrer dans nos vies. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'elle était différente. Ce n'est pas ta faute, lui répondis-je fermement. Rien de tout ça n'est ta faute. Tu as fait confiance aux gens que tu aimais. Ce n'est pas une erreur, c'est eux qui ont trahi cette confiance. Je la serrai dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Par-dessus son épaule, j'observais les invités, certains, choqués, d'autres, simplement gênés. Les collègues de Logan le regardaient avec dégoût. Sa réputation venait de s'effondrer devant eux. Quant à ceux de Madison, ils murmuraient déjà entre eux, envoyant des messages en cachette. L'exposition était totale. Patricia s'approcha lentement de Madison. Je t'avais prévenu, dit-elle calmement. Je t'avais dit que quelqu'un finirait par t'arrêter. Madison la fixa avec une haine glaciale. Vieille aigrie. Catherine, mon avocate, intervint aussitôt. Attention, il y a des témoins. Et contrairement à ce que vous prétendez, la diffamation, ici, a de vraies conséquences. Madison attrapa son sac à main. Je m'en vais. Bonne idée, dis-je d'un ton sec. Et écoute-moi bien, Madison, si tu t'approches encore de ma fille, de mon mari ou de moi, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Et je veillerai à ce que chaque employeur de cette ville sache exactement ce que tu fais aux familles. Tu ne peux pas faire ça. Aussi, je peux. Et je le ferai. Tu as bâti ta vie sur le mensonge et la manipulation. Désormais, tes actes te suivront partout. Elle me lança un dernier regard noir, puis quitta la maison. La porte claqua violemment derrière elle. Certains invités partirent peu après, mal à l'aise d'avoir assisté à cette débâcle. Mais d'autres restèrent, les vrais amis, ceux qui soutenaient Marlène. Au milieu du salon, Logan se tenait seul, figé, le regard perdu. Claire, dit-il d'une voix basse. On peut parler, en privé? Non. Ma réponse fut nette. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant notre fille. Il se tourna vers Marlène. Je t'aime, ma chérie. Je sais que je t'ai blessée, mais tu es ma fille. Je t'aime plus que tout au monde. Mais pas assez, répondit-elle doucement. Pas assez pour ne pas trahir maman. Il voulut protester. Ce n'était pas comme ça. Alors explique-moi, lança-t-elle, la voix tremblante. Aide-moi à comprendre comment tu as pu faire ça. Il resta muet. Aucune explication ne pouvait justifier ce qu'il avait fait. Catherine, dis-je calmement, donne-lui les papiers. Mon avocate sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Logan. Tu as été signifié. La procédure de divorce commence lundi. Ses mains tremblaient. Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Une thérapie, du temps. Ce dont j'ai besoin, répondis-je, c'est d'un divorce. Ce dont j'ai besoin, c'est de ne plus jamais te revoir en dehors d'un tribunal. Et pour commencer, il faut que tu quittes ma maison. C'est aussi ma maison. Pas pour longtemps. Catherine prit la parole. Une demande d'ordonnance d'urgence a déjà été déposée. Vu les preuves d'infidélité et les irrégularités financières, nous sommes confiants que le juge accordera à Claire la jouissance temporaire du domicile. Je poursuivis. Tu as 24 heures pour récupérer l'essentiel. Le reste se fera par avocat. Le visage de Logan se décomposa. Tu es vraiment en train de faire ça? Non, Logan. C'est toi qui l'as fait, chaque jour pendant 6 mois. Ce soir, tu en vois simplement les conséquences.
Il regarda autour de lui les invités, Marlène qui refusait de croiser son regard. Finalement, il souffla. J'y vais. Mais Marlène, appelle-moi quand tu seras prête. S'il te plaît. Elle resta silencieuse. Il partit, les épaules affaissées, vieilli de 20 ans. Les invités s'en allèrent à leur tour, un par un. Certains serraient Marlène dans leurs bras, d'autres me prenaient la main. Tu as été courageuse, Claire. Tu as bien fait. Puis, il n'y eut plus que nous deux. Mère et fille, seules, dans la maison où elle avait grandi, au milieu des ruines de sa fête d'anniversaire. Je pris une grande inspiration. Je suis désolée, dis-je. Désolée d'avoir dû agir ainsi. Mais j'avais besoin que tu voies la vérité. Que tu aies des preuves. Que plus jamais, il ne puisse te faire douter. Marlène prit mes mains. Ses yeux étaient rouges, son visage ravagé, mais son regard était clair. Tu m'as protégée, maman. Tu aurais pu me le dire plus tôt, dit doucement Marlène. Il y a des semaines. Tu as porté ce fardeau toute seule, jusqu'à avoir toutes les preuves. Jusqu'à pouvoir me montrer la vérité d'une façon que je ne pouvais pas nier. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, répondis-je. Je sais. Mais papa et Madison, eux, oui. Ils nous ont fait du mal, à toutes les deux. Elle me prit dans ses bras, fort. Je t'aime, maman. Et je suis fière de toi. Tu as été si forte. Nous sommes restés là, serrés l'une contre l'autre, pendant que mon cœur se brisait et se réparait en même temps. J'avais perdu mon mari, mais j'avais gardé ma fille. J'avais gardé l'essentiel, elle. Je peux rester ici ce soir, demanda Marlène d'une voix fatiguée. Je ne veux pas être seule. Tu peux rester autant que tu veux, répondis-je. C'est ta maison aussi. Nous avons rangé ensemble, silencieusement. Jeté les assiettes de gâteaux à moitié mangées, décroché les guirlandes, nettoyé les traces de la pire fête d'anniversaire de l'histoire. En rangeant, Marlène murmura. C'est fini, entre Madison et moi. Je ne veux plus jamais la revoir. Je comprends. Elle soupira. Pendant toutes ces années, je croyais qu'elle était ma meilleure amie. Je lui ai tout confié. Et pendant tout ce temps, elle. Sa voix se brisa. Comment je vais pouvoir refaire confiance à quelqu'un? Comme moi, ma chérie. Lentement. Prudemment. Mais souviens-toi, tout le monde n'est pas comme eux. La plupart des gens sont bons, sincères. Il faut juste apprendre à mieux choisir à qui on ouvre son cœur. Marlène hocha la tête. Je crois que je vais avoir besoin d'une thérapie. Moi aussi, dis-je avec un faible sourire. On trouvera quelqu'un de bien. On affrontera tout ça, ensemble. Mon téléphone vibra. Un message de Logan. Je suis désolée pour tout. Tu méritais mieux. Je l'effaçai sans répondre. Un autre message arriva aussitôt, d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Me faire passer pour la méchante ne changera rien à la vérité. Madison. Toujours incapable d'assumer. Je transférai le message à Catherine, mon avocate, avec une courte note. À ajouter au dossier de harcèlement. Puis je bloquai le numéro. Cette nuit-là, Marlène et moi sommes restés éveillés tard. Nous avons parlé, pleuré, ri un peu aussi. Nous avons mangé de la glace directement dans le pot, regardé des comédies stupides, essayant de recoller les morceaux. Vers 2 heures du matin, elle s'est endormie sur le canapé. Je l'ai recouverte d'une couverture et je l'ai observée dormir, comme quand elle était petite. Son visage apaisé me rappelait tout ce que j'avais à protéger. Puis je suis montée à l'étage. Cela faisait des semaines que j'évitais la chambre conjugale. Mais il était temps. J'ai ouvert la porte. Tout semblait étrangement normal, le lit bien fait, les oreillers à leur place. Comme si rien ne s'était jamais passé. J'ai enlevé les draps, les tais, les couvertures. Je les ai descendus et jetés directement à la poubelle. Pas à la machine. À la poubelle. Certaines choses ne peuvent pas être lavées. Puis je suis remontée et j'ai ouvert l'armoire de Logan. J'ai commencé à sortir ses vêtements un à un, les empilant sur le sol. Il avait 24 heures pour venir chercher ses affaires, j'allais lui faciliter la tâche. Tout ce qui lui appartenait fut regroupé. Et c'est là que je vis, tout au fond, une petite boîte en velours. Un écrin à bijoux. Mon cœur se serra. Je l'ouvris. Un collier. De l'or blanc, un petit pendentif en diamant, délicat. Cher. Raffiné. À l'intérieur, un reçu. Daté d'il y a 3 semaines.
Le jour même où il m'avait apporté des fleurs. Je compris. Le collier n'était pas pour moi. J'avais eu les fleurs. Elle devait avoir le bijou. Mais maintenant, elle n'était plus là. Alors, il aurait sans doute essayé de me le donner. Comme un geste de paix, une tentative de rachat. La froideur de ce calcul m'écœura. Je remis le collier dans sa boîte et la posai sur la pile de ses affaires. Il pouvait en faire ce qu'il voulait. Cela ne signifiait plus rien pour moi. J'ai continué à ranger, ses produits de toilette, ses livres, les photos où il souriait. Tout dans une boîte. Prêt à disparaître. Il m'a fallu des heures. Quand j'ai enfin terminé, le jour se levait. La lumière du matin entrait doucement dans la chambre, éclairant l'espace vide. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. La chambre paraissait différente. Plus légère. Plus propre. Comme si j'avais réussi à éliminer quelque chose de toxique. J'ai refait le lit avec des draps frais, puis je me suis allongée. J'ai attendu de ressentir quelque chose. De la tristesse. Du regret. Le chagrin d'un mariage perdu. Mais ce qui m'a envahi, sous la fatigue et la douleur, c'était autre chose. Le soulagement. Et, juste en dessous, un sentiment nouveau. La liberté. Les semaines suivantes ont passé dans un tourbillon de paperasse, d'audiences, de séances de thérapie et de reconstruction lente. Logan est venu récupérer ses affaires pendant mon absence, sur le conseil de Catherine. Marlène non plus ne voulait pas être là. Elle avait emménagé temporairement chez moi. Elle ne supportait pas la solitude, ni l'idée de revoir son père. Quand je suis rentrée, il avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Je le regretterai toute ma vie. Je suis désolée d'avoir tout gâché pour quelque chose qui ne signifiait rien. Tu méritais mieux. Marlène méritait mieux. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez. Je l'ai lu une seule fois, puis rangé dans un dossier intitulé « Divers divorces ». Et je n'ai rien ressenti. La vidéo de la fête de Marlène avait circulé. Pas virale, j'avais supplié les invités de ne pas la publier, et la plupart avaient respecté ma demande. Mais dans notre entourage, dans le milieu professionnel de Logan, dans celui de Madison, elle avait fait le tour. Les associés de Logan ont commencé à s'éloigner. Pas ouvertement, ils travaillaient toujours au même endroit, mais la confiance n'y était plus. Son jugement était remis en cause. Certains clients ont même exigé de changer de gestionnaire de compte. Madison, elle, a été licenciée. Marlène me l'a dit, sans triomphe. Le cabinet a dit que l'environnement de travail était devenu hostile, m'a-t-elle expliqué. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Une partie de moi pense qu'elle le mérite. L'autre se sent coupable de penser ça. Elle a fait ses choix, ai-je répondu. Et maintenant, elle vit leurs conséquences. Madison a essayé de la contacter, encore et encore appels, messages, jusqu'à laisser des notes à sa porte. Marlène a tout bloqué. J'ai fini par demander une ordonnance restrictive. Elle refusait d'arrêter. Un jour, après un message particulièrement dérangeant, Marlène m'a dit. Elle prétend qu'elle voulait juste fonder une famille. Qu'elle m'aimait comme une sœur. Comme un père aussi, comme si elle ne comprenait vraiment pas. Elle réécrit l'histoire, ai-je dit. Elle se fait passer pour la victime. Ne la laisse pas faire. J'essaie, a soufflé Marlène. Le divorce a suivi son cours. Logan a d'abord tenté de contester l'accord, arguant que la maison faisait partie des biens matrimoniaux et devait être partagée équitablement. Catherine a démonté l'argument pièce par pièce, relevés bancaires, dépenses communes, factures d'hôtel, cadeaux offerts à Madison avec nos cartes. Le juge n'a pas été tendre. J'ai obtenu la maison, la majorité de nos économies et une pension équitable. Logan a gardé ce qui restait de sa réputation, et son appartement en location. Quelques jours plus tard, Catherine m'a dit. Il veut te voir. Il dit qu'il a besoin de tourner la page. Dites-lui non. Je lui ai déjà conseillé un thérapeute, a-t-elle répondu avec un sourire discret. Marlène, elle, a commencé une thérapie individuelle. Elle travaillait sur la trahison, la perte d'amitié, la rupture familiale. Moi aussi, j'ai fini par m'y mettre. Lors d'une séance, mon thérapeute, le Dr Wells, m'a dit. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. La plupart des gens gardent le silence, étouffent la vérité. Toi, tu l'as révélé. Je me suis tue un instant. Je les ai humiliés publiquement, et je murmurais. Non, a-t-il répondu calmement. Tu les as tenus responsables publiquement.
Ce n'est pas la même chose. Et parfois, malgré tout, je me demande encore. Est-ce que je suis allé trop loin? Mon premier réflexe fut la rage. Je sentais la colère me monter à la gorge, chaude et immédiate, l'envie d'aller droit vers eux, de tout briser, de hurler la vérité à cet homme comme je l'avais faite la première fois. Dénoncer, appeler tout le monde, faire éclater la honte. Mais quelque chose m'arrêta. Ce n'était pas bravoure. C'était expérience. J'avais appris que la meilleure arme n'est pas toujours la flambée publique du moment, mais la preuve froide, méthodique et irréfutable. J'avais vu ce que la mise à nu avait fait ici. J'avais vu comment la vérité, présentée au bon instant, peut enfermer pour longtemps. Alors je fis autre chose. Je pris une photo discrète, un plan serré de son visage, du bijou à son doigt, l'homme à côté d'elle. Rien de spectaculaire, juste assez pour garder une trace. Mon téléphone était devenu, au fil de ces mois, un outil de documentation autant que de mémoire. Je restai assise un long moment, la tasse tiède entre les mains, regardant la scène sans bouger. Elle leva les yeux, nos regards se croisèrent. Il y eut une fraction de seconde où son visage chercha quelque chose dans le mien, reconnaissance, peut-être même un calcul. Puis elle sourit, mais ce sourire n'était ni triomphant ni honteux, c'était la neutralité de quelqu'un qui sait que les jeux se poursuivent. La rage redoubla, plus froide cette fois. Mais j'avais changé. Je n'étais plus la femme qui s'effondrait dans la cuisine. J'étais celle qui avait appris à transformer la douleur en stratégie. Je rangeai mon téléphone, payai mon café, et je partis sans un mot. Sur le chemin du retour, je réfléchis à ce que je ferais ensuite. Aller crier à l'homme? Le prévenir? Peut-être. Peut-être pas. La décision ne devait pas être impulsive. Si elle remontait une nouvelle fois des années de manipulation, il fallait que je choisisse la bonne façon d'agir, préserver les autres sans me perdre. J'envoyai la photo à Patricia, avec un message court, je l'ai vue. Café du coin, 11 heures. Elle est avec un homme marié. Tu veux que je creuse? Patricia répondit vite. Oui. S'il y a un schéma, on le documente. On ne laisse rien au hasard. Et c'est ce que nous fîmes. Ce n'était pas la vengeance théâtrale que la colère exigeait, mais c'était efficace. Nous avons collecté, comparé, relié. Nous avons protégé d'éventuelles victimes avant qu'elles ne deviennent des cibles. Parfois, la justice que je voulais était douce comme un incendie contenu, elle consumait ce qui devait l'être sans se propager au point de tout détruire. D'autres fois, je me surprenais encore à imaginer la confrontation publique, le spectacle, le soulagement immédiat. Puis je repensais à ce sourire, celui qui m'avait poussé à agir au départ, et je savais que j'avais choisi la bonne voie. 1 an après l'ouverture de cette porte qui avait tout brisé, ma vie avait changé, mais elle était redevenue mienne. J'avais reconquis ma maison, ma tranquillité et surtout, j'avais préservé ce qui comptait le plus, Marlène. Nous avions appris à nous protéger, à nous reconstruire. La douleur restait, parfois aiguë, parfois lointaine, mais elle n'était plus une cage. Et quand, parfois, je la voyais dans une rue, dans un café, sur une photo, son regard croisait le mien. Il n'y avait plus de triomphe dans son sourire. Peut-être avait-elle su se glisser ailleurs, recommencer. Peut-être non. Mais je ne me laissais plus définir par ce qu'elle était. Je m'étais relevée. Je respirais. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais le droit d'imaginer un avenir léger, pas parfait, mais libre. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Madison serait toujours Madison. Elle continuerait à agir de la même façon, à s'en prendre aux familles, à essayer de s'approprier ce que d'autres avaient construit. Et moi, je ne pouvais pas passer ma vie à la suivre, à prévenir les autres, à la surveiller. Elle avait déjà pris assez de mon temps, de mon énergie, de ma vie. Alors, je lui ai simplement souri. Mais pas ce sourire blessé d'une victime. Ni celui, amer, de quelqu'un qui reste prisonnier du passé. C'était un autre sourire, celui de quelqu'un qui a survécu, qui s'est relevé, reconstruit. Un sourire qui disait: Tu voulais ma vie. Tu as essayé de prendre ma place. Mais je suis toujours là, plus forte, libre. Et toi, tu continues, désespéré, à courir après une victoire vide de sens. Un sourire qui disait, sans un mot: Cette fois, c'est moi qui ai gagné. Je me suis levée, j'ai pris mes affaires, et je suis passée devant elle sans rien dire. Je l'ai laissée à sa prochaine cible, à sa prochaine illusion, à ce vide qu'elle tente toujours de combler. Parce que désormais, elle n'était plus mon problème. Je suis rentrée chez moi, dans la maison que j'avais reconquise, dans la vie que j'avais reconstruite. Marlène venait dîner.
Je préparais ses pâtes préférées. On allait regarder un film, rire, et simplement profiter de ce foyer que nous avions tant lutté pour retrouver. Avant d'entrer, je suis restée un moment assise dans la voiture. J'ai contemplé ma maison. L'endroit où tout s'était écroulé. Et où, morceau par morceau, j'avais tout réparé. Ce n'était plus comme avant. Et moi non plus, je n'étais plus la même. Les cicatrices étaient là, visibles pour qui savait regarder. Mais elles laissaient passer la lumière. Et aujourd'hui, j'étais baignée de cette lumière. Oui, j'avais vécu une épreuve terrible. J'avais découvert la trahison de mon mari. Et celle de la meilleure amie de ma fille. J'avais vu le sourire cruel de Madison, celui d'une femme persuadée d'avoir gagné, et il avait presque raison de moi. Presque. Parce que j'avais choisi de me battre. De dire la vérité. De ne pas me laisser effacer. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gardé l'essentiel. Ma dignité, ma fille, et surtout moi-même. Et au fond, c'était tout ce qui comptait. Je suis sortie de la voiture, j'ai ouvert la porte et je suis rentrée chez moi, la tête haute. Derrière moi, le passé restait à sa place. Devant moi, l'avenir m'attendait, incertain, oui, mais à moi. Pendant que je préparais le dîner, j'ai vu mon reflet dans la vitre de la cuisine. Je souriais. Pas par douleur, ni par rancune. Mais par paix. Par force. Avec la certitude d'avoir survécu à l'insupportable, et d'en être sortie plus forte. Madison m'avait autrefois souri, croyant m'avoir détruite. Mais cette fois, c'était moi qui souriais. Et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire m'appartenait vraiment.